Bonjour à tous, merci. Alors, elle est partie, mais je vais quand même remercier Madame Jadon-Monpré pour ses mots sur le service et notre activité. Merci aussi, j'en profite, hein, j'ai le micro, donc j'en profite pour remercier l'équipe du service. Là, j'avoue que moi, j'ai mis les pieds sous la table. Enfin, tout le monde a organisé. Et j'étais pas là cette semaine, donc c'est formidable. Je reviens et tout est prêt, comme par magie. Donc merci à vous pour l'organisation de la journée. Que je vous souhaite riche. Moi, je vais juste planter le décor là pour la première intervention. Et après, au fur et à mesure de la journée, vous allez avoir des spécialistes de chaque question sur des spécialistes de clinique, recherche un peu plus fondamentale. Et enfin, vous allez voir, ça va être vraiment bien. Vous allez avoir la chance d'avoir des personnes qui maîtrise vraiment bien le sujet au plan national comme au plan local. Alors, pourquoi aborder le trouble bipolaire aujourd'hui? C'est un titre qui m'a été imposé, hein, c'est pas moi qui l'ai trouvé. Voilà, donc j'ai essayé de répondre à cette question. Euh, alors, on va commencer par un écran noir, c'est à peu près ce qui se passe dans la vie de nos patients, assez souvent. Et puis, de temps en temps, ils nous disent, voilà, quand j'ai appris ma bipolarité, j'ai pleuré de joie. Pleurer de joie pour les bipolaires, c'est formidable. De savoir enfin ce qui m'arrivait. C'est une phrase de patiente, une phrase forte. Et la question posée, au-delà de pourquoi il faut parler de troubles bipolaires aujourd'hui, c'est la question, elle est peut-être une autre manière de la poser, c'est comment est-ce qu'une maladie psychiatrique qui est fortement associée à un risque suicidaire élevé peut être vécue comme un soulagement quand elle est enfin diagnostiquée. C'est-à-dire que, en d'autres termes, en général, quand on apprend qu'on a une maladie, quand on apprend qu'on a un diagnostic, on ne saute pas vraiment de joie. Sauf que c'est tout le paradoxe de la bipolarité de nos patients qui souffrent de troubles bipolaires, c'est que eux sont enfin contents quand on leur diagnostique cette maladie. Enfin, ils comprennent, enfin, ils savent, enfin, ils peuvent s'expliquer, expliquer aux autres ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent, et dans quel, voilà, qu'ils sortent de cet écran noir pour enfin pouvoir avancer dans leur vie. Le trouble bipolaire, donc, c'est un enjeu majeur, donc, qui est une maladie fréquente. Madame Jaglin-Crémonpré parlait tout à l'heure des chiffres, donc voilà, je les rappelle. Si on parle des bipolaires 1 ou 2, c'est entre 1 et 3% de la population. Alors, moi, j'aime bien les mettre en chiffres vrais, c'est-à-dire 650 000 à 1 650 000 personnes en France qui en souffrent. Je me suis amusée à regarder la prévalence du diabète, une maladie fréquente aussi. On a à peu près le même chiffre. D'accord? Donc c'est 3 à 4%. Si on parle du spectre de la bipolarité, c'est-à-dire des personnes qui finalement n'ont pas un trouble bipolaire avec les critères tout bien, tout pile impeccable, mais qui ont des alternances quand même et qui entraînent un handicap fonctionnel ou en tout cas des difficultés dans leur vie quotidienne, on passe à 4% de la population et là on s'approche des chiffres du diabète. C'est une maladie qui commence précocement, 15 à 25 ans, donc on va voir en quoi c'est difficile en fait d'avoir une maladie qui commence à cet âge-là. C'est mal diagnostiqué, clairement mal diagnostiqué, alors que les critères sont connus, parfaitement identifiés, et qu'on a des traitements parfaitement identifiés et qui fonctionnent. 8 ans de retard diagnostique. En gros, il y a deux pics. On voit les patients vers entre 15 et 25 ans à peu près. C'est le vrai début de la maladie. C'est pas parce que c'est le début que c'est diagnostiqué, hein. C'est le début, mais pour autant, on les voit alors soit vers l'âge de 20 ans, 16, 18, 20, par un épisode thymique bruyant. C'est classiquement, là, on est en pleine période d'examen pour nos jeunes. Voilà, donc c'est l'étudiant qui passe son bac et qui se met complètement à partir totalement à côté de la plaque en état maniaque parce qu'il n'a pas assez dormi, parce que ceci, parce que cela, parce que émotionnellement c'est stressant. C'est l'étudiant qui est en prépa, qui a fait ses 2 années, qui est épuisé, voilà, et qui passe ses concours, et le lendemain de ses concours tombe et arrive aux urgences pour un état maniaque ou un état mélancolique. Alors, quand il y a des épisodes extrêmement bruyants, bon, à moins de ne pas vouloir les regarder, quand même, surtout sur les épisodes maniaques, on arrive à faire le diagnostic, évidemment. Si par contre on rentre dans la maladie par un épisode dépressif, c'est beaucoup plus compliqué.
Et donc, du coup, on a souvent un deuxième pic de diagnostic, c'est vers 45-50 ans. Et alors là, ça a traîné, ça a erré, voilà. Et on les voit au stade des complications, des comorbidités. Donc, quand on voit des patients qui se traînent, je pense notamment aux patients en addicto qui se traînent avec une impossibilité de rentrer dans les soins, et en fait, le diagnostic n'est pas fait. On les regarde, on les diagnostique, on leur met le traitement qui convient, tout rentre dans l'ordre. Sauf que les complications, les comorbidités, le retard diagnostique, la durée de maladie non traitée va faire que leur évolution, d'abord, ça aura été compliqué pour eux sur l'ensemble de leur vie, mais en plus, il y a des conséquences, notamment neuropsychologiques, importantes. Il y a une réduction d'espérance de vie de 10 à 15 ans, et c'est quand même la sixième maladie au niveau mondial en termes de handicap. Les troubles bipolaires, c'est quoi? C'est des épisodes, les uns après les autres. Donc ça dure, ça dure, ça dure, ça dure toute la vie. C'est un fardeau qu'on se trimballe, voilà. Donc il y a des conséquences sur l'ensemble de la vie, qu'elle soit émotionnelle, sociale, etc. Et le temps passé, en fait, pour un patient, donc au fur et à mesure, si on compte leur temps passé en épisode, en difficulté, ils sont beaucoup plus longtemps sur l'ensemble de leur vie déprimés, puis en interface, on va dire, euthymique, et puis en moins, c'est sur la manie. Il faut dire qu'avoir une manie en continu ou une hypomanie continue, c'est pas forcément très facile. Donc c'est un trouble à fort impact donc sur le parcours de vie, avec des modifications. Donc si on a un métamaniaque, évidemment, il y a un arrêt sur image parce que ça entraîne une hospitalisation possiblement, potentiellement et probablement sous contrainte, donc enfin sans consentement, plus exactement. C'est qui se suit ou qui s'alterne avec des épisodes dépressifs sévères, avec donc de longs moments au ralenti, incompréhensibles, avec la difficulté aussi par rapport aux autres, à l'entourage, des troubles associés très fréquents, addiction, anxiété notamment, des relations interpersonnelles qui sont très perturbées, alors soit par une hyperréactivité, quand vous avez quelqu'un qui change d'humeur comme de chemise, c'est quand même très difficile. Vous êtes à un moment donné, vous croyez les comprendre et hop, ça switch, ça vire et vous redites quelque chose et ça revire et ça reswitch. Enfin, c'est quand même très compliqué. Et puis une irritabilité importante, quelle que soit la phase d'ailleurs. Et donc, il ne faut pas penser qu'un patient bipolaire, c'est un patient qui a une dépression, qui est triste au fond de son lit, ralenti, etc., etc. Parfois oui, mais parfois aussi, c'est un patient qui est uniquement, pas uniquement, il n'y a jamais qu'un signe, irritable, voire agressif, voire impulsif. Et donc ça, au quotidien, à supporter, c'est vraiment très difficile. Donc avec une forte morbidité et mortalité. Donc, en résumé, c'est une population jeune, active, qui commence dans la vie, 15-25 ans, qui est en pleine période de développement, qui noue des relations, qui se construit de manière identitaire, et qui, au niveau personnel, professionnel, et qui stoppe, ou qui stagne, ou qui fait je sais pas quoi, qui est parfois incompréhensible pour les autres. Donc le diagnostic repose sur des critères bien établis, je ne vais pas vous les faire les uns à la suite des autres, des signes thymiques, des signes psychomoteurs, des signes des fonctions instinctuelles, c'est-à-dire voilà, des émotions, tristesse, irritabilité, un ralentissement psychique moteur ou une accélération, une irritabilité, des troubles du sommeil, dans un sens comme dans l'autre, des troubles alimentaires, etc., etc., qui touchent l'entièreté en fin de compte, autant dans les autres maladies. Vous avez un diabète, vous avez des accidents hypoglycémiques, voilà, donc ça, on sait, ils vont se sentir un peu lipothymiques, pas très bien, machin. C'est caractérisé, c'est sûr, mais c'est sur un domaine. Or là, ça touche tout, en fait, les émotions, la pensée, les idées, même le comportement, en fait. On voit bien, vous mettez, moi j'étais dans le service, j'étais au deuxième étage, j'en vois deux, il y en a une qui était mixte, mais plutôt mixte tendance excitée, et l'autre qui était complètement ralentie. Elles étaient toutes les deux sur le banc, c'était pas très compliqué de savoir qui était qui. Hein. Il y en a une qui bougeait pas, qui bronchait pas, et l'autre qui était en train de s'agiter autour, qui tournait comme une abeille autour d'un pot de miel. Voilà, c'est vraiment comportementalement important. Et pourtant,
malgré qu'on ait des critères, malgré qu'on sache parfaitement ce que c'est, enfin parfaitement au moins au sens clinique, critériologique, il y a quand même ce diagnostic qui est tardif parce que souvent confondu avec la dépression unipolaire, c'est-à-dire que si vous démarrez par un épisode dépressif caractérisé et qu'il n'y a pas eu de recherche, pas qu'il n'y a pas, il y a pas eu du tout, il n'y a pas eu de recherche sur est-ce qu'il n'y a pas des moments de saisonnalité, est-ce qu'il n'y a pas des moments d'irritabilité, est-ce qu'il n'y a pas des moments de prise de décision un tout petit peu curieuse, est-ce qu'il n'y a pas des antécédents, voilà, des TS qui sont arrivés très, très précocement, est-ce que des antécédents familiaux importants. Si on ne fait pas cette recherche-là, on reste sur son épisode dépressif, et puis on met des antidépresseurs, et puis, alors, j'allais dire au mieux, ça entraîne un virage maniaque, le diagnostic est fait. C'est pas terrible, mais bon, c'est une manière de faire. Au pire, c'est l'antidépresseur qui ne fonctionne pas. Il n'a pas, ça a été un peu, mais bon, la dépression ne se lève pas forcément, c'est pas le bon traitement. Et puis, il y a une méconnaissance de certaines formes cliniques, notamment les états mixtes, où là, on a à la fois de l'excitation et voilà, une labilité émotionnelle qui est très importante, ce qui fait que ça passe pour un ou une dépressif. Alors, je sais pas, les cryptos inclusifs, je me suis toujours pas faite, donc en fait, bref, dépressif, dépressive, hystérique. Bah oui, bien sûr, puisqu'elle est excitée et qu'en même temps elle rit, elle pleure, donc elle est hystérique. Bah non, loupé, ça n'est pas mixte. Et donc ça se soigne pas du tout de la même manière, évidemment. Puis les hypomanies aussi, qui peuvent parfois être vécues comme quelqu'un qui est un petit peu excité, bon, et un peu actif. Voilà, donc il y a un retard diagnostique important, les symptômes sont fluctuants, donc en fait au moment, alors évidemment avec nos délais parfois de consultation, il y a un épisode et puis le rendez-vous a lieu 8 semaines après. On peut passer à côté. Donc il faut revenir en arrière, sauf que les patients ne racontent pas forcément exactement ce qui s'est passé. Euh, Aiment bien aussi leur épisode un peu haut, voilà. Et quand ils sont par contre en phase dépressive, ils négativent tout. Donc il faut avoir forcément le point de vue de l'entourage, parce que sinon on n'y arrive pas. Et puis donc il y a des erreurs fréquentes avec d'autres troubles tels que le TDAH ou les personnalités borderline, qui peuvent être à la fois des erreurs de diagnostic, mais aussi des comorbidités, donc c'est un peu compliqué. Le point numéro un, je ne vais pas m'étaler parce que il y aura un point spécifique là-dessus, c'est quand même le suicide, avec des patients bipolaires qui ont un fort risque de décès par suicide quand ils ne sont pas traités. Donc vous aurez bien compris que mon propos, c'est diagnostic, traitement, on ne passe pas à côté, on ne lâche pas. Ils ont de nombreuses comorbidités psychiatriques, donc ça vient brouiller les cartes, évidemment, surtout quand ils arrivent vers l'âge de 45-50 ans et que le diagnostic n'a pas été fait. Et des comorbidités somatiques, alors à la fois en lien avec leur état clinique, parfois de ralentissement, etc., mais aussi donc avec des mauvaises comportements, y compris alimentaires, de sédation, enfin de sédation, n'importe quoi, à ne pas bouger du tout de la journée, etc. Et aussi par rapport parfois au traitement. Alors évidemment, quand en plus ils sont pas très bien diagnostiqués ou qu'on les traite pour autre chose et qu'on n'a pas traité la bipolarité en tant que telle, eh bien on leur met des traitements qui sont pas forcément les bons et qui ont eux-mêmes des complications métaboliques, hein. Je pense notamment si on les surcharge en antipsychotiques, peut-être que c'est pas forcément toujours le bon traitement. Avec des altérations donc, du fonctionnement, donc pendant les épisodes. Bon, ça paraît à peu près entendable, mais aussi entre les épisodes, parce que avoir fait un épisode maniaque, avoir hospitalisé son proche sans son consentement, ça altère un petit peu quand même possiblement les relations, au niveau du travail, au niveau de tout le monde. Donc il y a un impact sur les proches, évident, avec une imprévisibilité des épisodes. C'est pour ça qu'il faut vraiment insister aussi dans le traitement sur le fait qu'il y ait une psychoéducation du patient, mais de son entourage aussi. Tous les groupes d'éducation thérapeutique des troubles bipolaires le prennent en compte, mais il faut vraiment, vraiment, vraiment dire et répéter, 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 une fois, deux fois, trois fois. On voit aux urgences, c'est notre quotidien,
à chaque garde patient, voilà, pourquoi il revient parce qu'il a arrêté son traitement. Et pourquoi vous arrêtez votre traitement? Parce que, ok, très bien. Donc on remet ça. Et oui, mais il faut pas arrêter le traitement. Et il faut reprendre. Et il faut remettre ça. Voilà. Mais pourtant, vous avez déjà éduqué. Bah oui, bah, il faut refaire. Il faut refaire, il faut refaire, il faut refaire tout le temps. Tout le temps. Il faut jamais lâcher. Donc des implications à cause des hospitalisations et un épuisement émotionnel des proches qu'il faut prendre en compte, puisque eux-mêmes deviennent alors aussi à risque, non pas d'être bipolaires s'ils ne le sont pas de base, mais en tout cas d'avoir des troubles anxieux, des dépressions d'épuisement, voire même parfois des risques suicidaires. Et puis un impact professionnel évidemment, parce que quand vous faites des arrêts sur image comme ça, bah, c'est pas forcément évident et les patients ne disent pas forcément à leur employeur, du fait de la stigmatisation de cette maladie ou des maladies psychiatriques en général d'ailleurs, ne disent pas pourquoi ils sont en arrêt. Ça, c'est un peu compliqué. Une stigmatisation qui reste persistante avec des représentations caricaturales. D'ailleurs, dans le langage courant, les termes psychiatriques deviennent de plus en plus du vocabulaire courant. Ça me rend schizophrène, ça me rend ah bah là je suis bipolaire. Oui, alors à la fois on pourrait se dire c'est super parce que les termes deviennent de plus en plus admis dans le langage courant, sauf que le risque de banaliser en fait ces termes-là, on dit pas ah bah tiens je sais pas quoi quel terme médical on va pas l'utiliser en fait à tort et à travers. Alors les termes psychiatriques ils ont là l'avantage, le bonheur d'être utilisé un peu comme ça, dans le tout et n'importe quoi. Ça me rend schizophrénique. Ben non, enfin, ça me rend que je sais pas où j'en suis, ou je sais pas quoi. Mais voilà. Et puis, je suis bipolaire. Ouais, non, attention. Si vous avez un patient qui est en face de vous qui entend ça, et son entourage, il sait ce que c'est, en fait. On rigole pas avec ça, quoi. Enfin, je veux dire, à la fois, je ne dis pas qu'il faut dramatiser, mais je dis juste que c'est une maladie, et donc une maladie, c'est sérieux et ça se traite. Sinon, c'est oh youloulou, je suis bipolaire, oui, oui, bah, il va prendre sur lui, puis ça va bien se passer. Non, ça va pas bien se passer du tout. Non, quand on se retrouve aux urgences, voilà, éventuellement en isolement, etc., ça se passe pas bien du tout. Pas bien, pas bien du tout. Donc en fait, il faut faire attention aussi à la banalisation des termes. Et j'avoue que j'ai petit agacement quand j'entends tous ces termes utilisés de travers. Euh, Parce qu'il y a des confusions. Voilà, le lundi matin, ça me saoule de venir travailler. Alors c'est pas vrai, Madame Jaglin, elle a dit que c'était pas vrai, que ça ne saoulait pas de venir travailler quand on était super épanoui, très content, machin. Mais le vendredi soir, je suis contente quand même de finir la semaine, sauf quand la garde est pour demain. Mais bon, euh, voilà, on n'est pas un coup, je suis hyper active, donc du coup, je sais pas quoi, et puis le coup d'après, je suis triste, n'importe quoi. Et puis, il y a une crainte aussi sur les psychotropes. Alors ça, c'est pareil, il faut dédiaboliser les psychotropes une bonne fois pour toutes. Les psychotropes, c'est pas une catastrophe en soi, à compter du moment où ils sont prescrits pour la bonne pathologie, la bonne posologie, sur un temps normal. Il y a des recommandations pour ça. Elles sont écrites, on ne les invente pas, on les suit les unes après les autres. On les applique. Après, quand ça devient compliqué, de temps en temps, c'est un petit peu différent. Mais pour ça, quand ça devient compliqué et que c'est trop, voilà, on n'y arrive plus, il y a des centres de niveau 3 voilà, à qui on peut demander leur avis. On a ici un C-type qui est fait pour ça. Il y a la même chose sur Nantes, il y a la même chose ailleurs. Et donc, il n'y a pas de souci. Normalement, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à traiter un patient. Donc les enjeux thérapeutiques, donc il y a des psychotropes qui sont variés, qui sont connus, qui sont très connus, hein, qui sont connus depuis très longtemps, et encore une fois, bien ajustés, bien prescrits, avec toute une éducation qui va avec, qui va bien. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Il n'y a pas que les traitements médicamenteux, il y a aussi tout l'aspect psychothérapie, notamment psychoéducation, mais aussi les thérapies interpersonnelles, les thérapies du sommeil, avoir des rythmes de vie qui fassent pas que on dorme pas parce que c'est vachement mieux de pas dormir, bah, non, pas faire comme ça. Et puis des techniques de neuromodulation, à la fois invasives et non invasives. Il y a beaucoup de choses la sismothérapie bien sûr, qui sont toujours
utilisés, utilisables, et c'est pareil, il faut absolument les dédiaboliser. Et puis il y a d'autres techniques de neuromodulation qui sont pas forcément toujours reconnues au niveau de la HAS, mais pour autant efficaces. Donc il faut continuer à travailler là-dessus. Il y a tout un champ de recherche qui se fait et c'est quand même vraiment bien. Sauf que déjà, il y a un retard diagnostic et en plus, les patients arrêtent leur traitement parce qu'ils remettent régulièrement en cause leur diagnostic, euh, parce qu'il faut les suivre, il faut continuer à les voir, il faut continuer à les informer, et que s'il y en a un qui arrête, ou s'il y en a un qui se dit, là, je pense que c'est bon, ça a assez duré, 10 ans de lithium, 20 ans de lithium, c'est bon, je m'arrête. La bipolarité, elle ne s'arrête pas, elle. Donc, en fait, il ne faut pas lâcher l'affaire, il faut continuer à les voir, comprendre pourquoi ils ont arrêté leur traitement pour que ça marche. Et puis, par rapport à la stigmatisation ou la déstigmatisation, j'ai repris les quelques phrases de Nicolas Demorand qui a fait je vais dire son coming out de bipolarité. Euh, alors, il y en a eu plusieurs avant, mais lui, il l'a fait de manière assez forte. Et il a vraiment parlé de lui, en fait, dans son livre, que je recommande. J'ai pas d'action. Il dit, je suis un malade mental. On appelle un chat un chat. Voilà. Il dit clairement les choses. Il aurait pu dire, je suis un patient qui souffre d'un trouble bipolaire. Ça me fait penser d'ailleurs qu'il y a une quinzaine d'années, je m'étais fait reprendre sur une journée où je disais, je sais pas quoi, sans doute par excès de réduction, j'ai dû dire les schizophrènes, les patients enfin, je me suis fait reprendre méchamment, pas méchamment, par quelqu'un qui me dit, on ne dit pas, on dit je suis un patient, c'est un patient qui souffre de telle ou telle chose. Lui il dit non. Pour moi, hein, c'est lui qui souffre de bipolarité. Voilà, ça lui appartient. Il dit, c'est pas vrai, il est malade et il a une maladie mentale. Voilà, comme on a une maladie physique, comme on a une maladie tout court. C'est comme ça que je le souffre et c'est comme ça que je le dis à mes proches. Au moins, c'est posé, c'est clair. Mais à partir du moment où on dit ça, je pense comprendre pourquoi il le dit comme ça, parce que si on commence à tourner autour du pot, on risque de tourner autour du pot du traitement, on risque de tourner autour du pot des vraies conséquences qu'il y a sur la vie quotidienne, et donc en fait, on va plus ou moins banaliser le truc. Quand quelqu'un vous dit j'ai un cancer, il dit j'ai un cancer. C'est pénible, hein, pour celui qui est en face d'entendre ça. Oh, merde, qu'est-ce que je vais lui dire? Ben oui, mais en fin de compte, il a un cancer. Donc il va se taper la chimiothérapie, la radiothérapie, les traitements, les conséquences qui vont bien. Voilà. Euh, et finalement, c'est rentré, même si quand quelqu'un continue à vous dire qu'il a un cancer, je vous assure que c'est pas forcément tous les jours bien facile et bien vécu et qu'il y a encore beaucoup de... Voilà, se dire oui, oui, mais c'est bon, ça va aller là. La recherche fait plein de progrès. Tu vas voir. Oui, enfin, moi je cours contre la montre. Voilà. C'est pareil pour le patient bipolaire, il court contre la montre, il court contre la montre du traitement bien ajusté pour ne pas avoir ces fameux arrêts sur image, notamment par les épisodes thymiques et les accidents thymiques, plus exactement. Et là, il dit, lui, c'est le mur, on les casse pas en chuchotant, on les casse en disant les choses avec une certaine force. Et du coup, pour lui, ça a été libérateur. Je vous ramène à la première diapo. J'ai pleuré de joie quand j'ai su que j'étais bipolaire. Je suis malade. Voilà, quand j'ai un cancer ou une hépatite, on ne ment pas. Voilà, et il aimerait qu'on regarde les gens bipolaires avec un œil banal. Et quand je dis encore une fois banal, c'est banal sur le fait d'avoir une maladie, mais comme une autre maladie. C'est pas banal au sens de le lundi je vais pas bien et au mois d'août je vais mieux. Voilà ce que je voulais vous dire pour planter le décor.